je m'appelle Kalyan Gans, et j'étudie en ce moment l'Ayurveda en Inde, dans le Gujarat, dans une université, dans une petite ville qui s'appelle Jamnagar. Et donc c'est une université d'État indienne qui dispense un diplôme national pour pratiquer l'Ayurveda. Parce qu'en Inde, quand on est un jeune et qu'on veut étudier la médecine, on a le choix entre étudier la médecine allopathique, étudier la médecine ayurvédique, ou étudier la médecine homéopathique. Il y a un choix dans les études de médecine qui permet aux jeunes étudiants d'être diplômés, reconnus, inscrits à l'ordre des médecins dans chacune de ces branches, ainsi que d'autres branches, la médecine Siddha, et donc plusieurs médecines traditionnelles. Donc moi j'ai fait des études de droit à Paris avant, et à la fin de mes études de droit, il se trouve que j'avais passé une partie de mon enfance en Inde, que ça faisait depuis que j'étais enfant que j'allais en Inde, et le droit ça me convenait pas tout à fait, je me sentais pas complètement épanoui dans le droit, et j'avais un attachement vers l'Inde, et de repartir en Inde pour y apprendre quelque chose que je pouvais apprendre qu'en Inde, et peut-être quelque chose qu'on avait peut-être perdu en Occident, quelque chose qui était particulier à l'Inde et qui était particulier aux traditions de l'Inde. Et au même moment, pour des raisons annexes, je me suis intéressé à la médecine et aux soins, au fait de soigner les gens, et je trouvais que c'était quelque chose qui donnerait du sens à ma vie et qui probablement me permettrait de m'épanouir plus. Quand j'étais petit, moi j'aimais bien les fossiles, l'archéologie. J'étais intéressé par la nature dans le sens où voilà, j'ai toujours aimé ramasser des champignons dans les bois, les plantes, tout ça. Moi, un des trucs qui me fascine, et qui me fascinait déjà, c'est un peu le langage du corps et de la nature, c'est-à-dire comment reconnaître des plantes et comment même pouvoir lire sur les plantes comment on les utilise, parce que certaines plantes ont des signatures, et le langage du corps, c'est-à-dire pouvoir faire un diagnostic. Ça m'a toujours fasciné qu'un médecin puisse, ou parfois les gens qui le connaissent très bien comme ta mère ou les gens de ta famille, puissent en 10 secondes voir ce qui ne va pas chez toi et puisse éventuellement te proposer un remède. Donc pour moi il y a vraiment une question de langage dans la médecine, de pouvoir lire le corps et pouvoir parler de corps. Du coup j'ai commencé mes études en Inde. D'abord j'ai fait un stage de 3 mois donc dans cette fac il y a environ 5 ans, et après j'ai commencé mes études il y a 4 ans en Inde, et mes études se finissent dans 1 an et demi. C'est un diplôme de 5 ans et demi à l'issue duquel on est médecin inscrit à l'ordre des médecins ayurvédiques. Et donc c'est 5 ans et demi qui se décomposent en 4 ans et demi d'études et 1 an d'internat. Parce que dans l'université où j'étudie, donc il y a un hôpital, et même 2 hôpitaux. Il y a l'hôpital undergraduate et l'hôpital postgraduate, qui reçoivent des milliers de patients par jour, et où tout le monde est traité avec des plantes selon l'Ayurveda. En Inde, tu es reconnu comme médecin, donc tu es protégé légalement, et tu as aussi un truc qui est assez exceptionnel, c'est que tu as le droit de faire tes propres médicaments. C'est-à-dire que tu peux manufacturer tes propres médicaments et les donner à tes patients. Voilà, des médicaments faits à base de plantes et que tu vends à tes patients. Au début, on n'a que de la théorie, et petit à petit, on a de plus en plus de pratiques, de plus en plus d'heures cliniques. On a une partie qui est de la médecine allopathique, de la médecine moderne, donc tout ce qui concerne l'anatomie, la physiologie et la pathologie. Et à côté de ça, on a toutes les matières ayurvédiques qui couvrent les mêmes sujets d'un point de vue différent. Et là où on va étudier quasiment exclusivement l'Ayurveda, c'est au niveau des traitements. On va étudier un petit peu les traitements allopathiques, certains antibiotiques, mais essentiellement au niveau du traitement, on sera concentré sur l'Ayurveda. En première année, on apprend le sanskrit pour pouvoir lire les textes classiques d'Ayurveda qui sont tous en sanskrit. Alors j'ai connu Atma par Narendra Das, qui est celui qui a designé les tisanes, composé les tisanes. J'ai rencontré à Domaine pour la première fois il y a quelques années. Atma qui est très impliqué dans l'Ayurveda et qui aime aider les jeunes comme Narendra et moi qui commencent dans l'Ayurveda. C'est, je pense, pris d'amitié pour moi, et j'ai commencé à faire des
petites choses pour lui. Par exemple, cette année, je lui ai écrit avant de revenir en France pour lui dire que j'étais de passage. Il faut partir du mot Ayurveda pour commencer. Et le mot Ayurveda est composé de deux mots, Ayu et Veda. Et Ayu, c'est la longévité et Veda, c'est le savoir. Donc c'est la science de la longévité. La définition de l'Ayurveda dit que l'Ayurveda, c'est la science qui explique et qui décrit ce qui est bon pour l'homme et ce qui n'est pas bon pour l'homme, et ce qui est bon aussi pour l'homme, pour sa santé, et aussi pour l'homme en général, la société. Donc c'est pas quelque chose qui est uniquement sur la nourriture, mais il y a des chapitres dans des vieux textes d'Ayurveda sur le quotidien, sur même les rapports aux autres personnes, même le rapport à la nature, au divin, voilà, à toutes ces choses-là. Alors, quand tu dis c'est une médecine, oui, c'est une médecine, mais c'est même plus qu'une médecine. Il y a une science de la vie dans un sens plus large avec l'Ayurveda. Je pense que quand on dit une médecine, c'est légèrement plus restreint. Le principe le plus important, je dirais que c'est un principe qui est très simple, qui est le principe de cause, d'effet et de remède. C'est-à-dire que quand il y a un patient qui vient voir un médecin ayurvédique, le médecin ayurvédique va partir donc du symptôme, il va faire un diagnostic pour lequel il va utiliser des questions, il va utiliser, on dit classiquement qu'il y a 3 moyens de diagnostic principaux qui sont la parole, le toucher et la vue. Voilà, quand je vais recevoir un patient, je vais lui parler, je vais prendre son historique médical, je vais le toucher, je vais l'ausculter et je vais le regarder, c'est-à-dire ça c'est la première chose qui va se passer en fait, même quand un patient marche vers le médecin, et ben le médecin est censé déjà avoir une idée de ce qui va pas bien dans le patient. Donc là on est sur le symptôme, on est sur l'effet. Une fois qu'on a l'effet, le médecin ayurvédique il va essayer de chercher la cause. Il va essayer de comprendre à travers la discussion quelles sont les choses peut-être dans le mode de vie de la personne qui a mené à ce qu'il y ait un déséquilibre qui s'exprime par des symptômes particuliers. Après, donc, le troisième point, c'est le remède. Et le remède, ce qui est particulier en Ayurveda, c'est qu'on va non seulement avoir des plantes qui s'adressent aux symptômes, c'est-à-dire par exemple il y a des migraines, des fièvres ou quoi que ce soit, une plante qui va adresser la migraine ou la fièvre, mais le médecin va aussi demander au patient d'arrêter de nourrir le symptôme avec des habitudes dans sa vie, éventuellement des nourritures ou juste des habitudes. Souvent il y a plein de trucs, à quelle heure on se lève ou comment on se lève, quand on mange, l'organisation de la vie qui correspond pas en fait à la physiologie du corps, à la manière dont le corps marche, et donc le corps petit à petit se déséquilibre et au cours d'un certain temps il y a une maladie qui se crée, parce que en Ayurveda ce qui est assez intéressant c'est qu'un médecin arrive à écrire l'histoire d'une maladie. Une maladie c'est pas un truc qui se passe à un moment T, mais c'est un truc qui se passe sur un long laps de temps et qui met beaucoup de temps souvent à se construire. Et donc le travail du médecin c'est de déconstruire cette maladie en prenant tous ces éléments constitutifs et causateurs. Donc on est sur le symptôme, le remède s'adresse à la fois au symptôme et à la fois à la cause. D'accord, et c'est pas juste pour calmer les douleurs ou pour faire disparaître une tâche, c'est pour... Aussi. Oui. Aussi, ça c'est la partie symptôme, et il y a la partie cause. On va essayer de rééquilibrer le corps, de rendre l'homéostasie au corps avec les armes qu'on a. Déséquilibré, quand je dis déséquilibre, en fait, je parle de ce qu'on appelle les doshas en Ayurveda. Ça, c'est un outil qui est utilisé par le médecin. Donc, il y a 3 doshas, Vata, Pitta et Kapha, et qui sont en fait des espèces de terrains physiologiques et pathologiques.
Je dis physiologique parce que c'est aussi des terrains constitutifs. On a une constitution selon l'Ayurveda, on est d'une certaine nature, on est tous de tailles différentes, on est construit différemment, on a des tempéraments différents. Et après, notre mode de vie, notre alimentation, nos modes de pensée vont créer des déséquilibres. Et ces déséquilibres, le médecin va les identifier en tant que terrain pathologique. Quand je vais voir plusieurs symptômes dans une personne, eh ben, je vais les lier. Et pour moi, c'est plusieurs symptômes qui expriment la même chose. Quand je vois une constipation et un mot de crâne dans la même personne, eh ben, pour moi, ça a un sens que je vois et je peux lire le corps à travers ces symptômes et je comprends un terrain pathologique et je vais traiter ce terrain pathologique, c'est-à-dire que je vais ni traiter uniquement le mot de crâne, le mal de crâne, ni la constipation, mais je vais traiter la cause de ces deux choses et éventuellement, en plus de ça, je vais traiter chacun des symptômes avec des plantes précises. Mais essentiellement, je vais comprendre le terrain pathologique et essayer de changer les choses dans la vie du patient qui crée ce terrain pathologique. Ce terrain pathologique, on le lit essentiellement à travers les doshas. Vata, trop de sécheresse, Pitta, trop de chaleur, Kapha, de la congestion, la rétention d'eau. Je te fais des exemples très généraux, très vulgaires, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que ouais, par exemple, dans nos tisanes là, on a par exemple celle pour les règles trop faibles, c'est les femmes qui n'ont pas assez de Vata. Du coup, c'est... qu'est-ce que ça veut dire par là? Il y a un déséquilibre chez elles qui fait que... Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. D'accord, ouais. C'est pas pour les femmes qui n'ont pas assez de Vata. Kala Pushpa, c'est pour les femmes qui ont des faibles règles. Ouais. Donc l'inverse de règles abondantes, qui ont peu de règles. Ce que cette tisane va faire, c'est qu'elle va chauffer le corps. Elle va chauffer le corps avec des plantes qui ont une affinité pour l'appareil reproductif féminin. Mais le chaud, c'est l'inverse de Vata. Donc Vata, c'est quelque chose qui va s'exprimer par la sécheresse et donc par moins de liquidité, donc par moins de règles. Le chaud va faire circuler. Donc c'est une tisane chaude qui va faire circuler du coup le flux, qui est aussi un flux, là on rentre dans les choses techniques, mais qui va être relié à Apana Vayu, qui est le Vata qui excrète les choses du corps. Et donc cette tisane, elle va permettre d'excréter les règles, d'excréter plus de sang, d'augmenter le sang menstruel, qui va remettre une menstruation physiologique, qui va redonner une menstruation saine à la femme, et donc qui va aussi faire du bien à tout l'appareil génital féminin. D'accord. Donc on en parlait juste avant, les doshas, les déséquilibres. Donc il y a 3 doshas, Vata, Pitta et Kapha, qui sont composés de 2 éléments chacun. Vata qui est composé de l'éther et de l'air, Pitta qui est composé d'eau et de feu, et Kapha qui est composé d'eau et de terre. Ces éléments ont des propriétés, ce qu'on appelle des gunas en Ayurveda. Et donc les doshas ont aussi des gunas. Et qu'est-ce qui est intéressant avec ces gunas? C'est que ces gunas vont provoquer des symptômes particuliers dans le patient et vont avoir des propriétés particulières dans le corps. Guna, on peut le traduire par qualité, juste. Qualité. C'est ça? Ouais, voilà, okay, d'accord. Des gunas, c'est des qualités. Et ces gunas, ainsi que les 5 éléments, donc les 5 éléments sont présents partout dans le monde. Ils sont présents dans notre corps et ils sont présents dans la matière. Les 5 éléments sont tels quels. Dans notre corps, ils sont conjugués dans des doshas. Et c'est comme ça que le médecin ayurvédique va faire un diagnostic, il va reconnaître les doshas. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir ces 5 éléments et qu'ils aient tous des qualités, des gunas? Parce que ça nous permet, quand dans le corps, d'un côté, il y a une qualité qui est trop forte, qui correspond à un dosha, qui lui-même est composé d'éléments, on va aller puiser ces éléments dans la nature, dans des plantes, qu'on va faire bouillir dans de l'eau, on va faire une tisane, et on va pouvoir rééquilibrer dans le corps ces éléments qui sont déséquilibrés. Donc c'est un truc assez technique quand même. C'est le principe de quand il y a un truc qui est trop diminué, on l'augmente, et quand il y a un truc qui est trop augmenté, on le diminue. S'il y a trop de feu, et donc le feu n'est présent que dans le dosha Pitta, et ben on va essayer de diminuer le feu
Bon, avec de l'eau par exemple, donc avec des plantes qui ont plus d'éléments eau, qui ont plus de qualité froide, qui ont plus de qualité lourde, qui ont plus de qualité de flux, qui vont provoquer des flux dans le corps. La chaleur, elle va être excrétée dans le corps, dans les selles, dans l'urine, dans toutes ces choses-là. Par exemple, la tisane Imapaka pour les intestins sensibles, c'est exactement ça. C'est une tisane qui est assez douce. Voilà, Imapaka en plus, on va utiliser le goût amer parce que Pitta, c'est une combinaison de feu et d'eau et l'amertume assèche. Et elle va assécher ce Pitta qui est un petit peu liquide et elle est froide, l'amertume. Donc c'est un goût qui est froid, donc ça va baisser le côté feu de Pitta et en même temps c'est un goût qui est asséchant et donc ça va assécher le Pitta liquide qui se disperse dans le corps. C'est quoi la différence entre Guna, Rasa et Virya et Vipaka? C'est quelque chose que vous utilisez vous tous les jours, c'est dans votre diagnostic, dans les plantes. Alors, Rasa, Guna, Virya, Vipaka, c'est des termes qui sont utilisés dans le Dravyaguna. Le Dravyaguna, c'est une partie de l'Ayurveda qui s'occupe des plantes et de la pharmacopée et des qualités des plantes. Dravya, ça veut dire matière, Guna, ça veut dire qualité. Donc Dravyaguna, c'est la science, c'est la branche de l'Ayurveda qui se préoccupe des qualités de la matière. Le Rasa, pour commencer, c'est le goût de quelque chose. Donc c'est comment on va percevoir avec notre langue le goût d'une tisane, d'une nourriture, d'une plante. Ouais, un piment par exemple. Voilà, le piment c'est épicé, ça pique. Voilà, c'est ça. C'est le goût vraiment qu'on... On est sur le goût Katu. D'accord. Et ben le goût Katu, il a des propriétés, par exemple, il va être bon contre Kapha. C'est un goût qui est chaud, qui est perçant, qui est asséchant et donc qui a des gunas. Mais ce qui va avoir ces qualités, c'est le Dravya. Le Dravya, c'est la substance ou la matière. Ok, alors juste pour revenir, du coup, dès que tu mets un aliment dans ta bouche, donc si c'est quelque chose de piquant, ça développe déjà un... Rien que le fait que ce soit piquant, ça a déjà selon un effet. l'Ayurveda, a déjà un effet. Le système digestif va anticiper. Bon, déjà, il y a des opérations de la digestion qui s'opèrent dans la bouche dans un premier temps, mais en plus, ton système digestif et ton mental, tes récepteurs de goût dans le cerveau vont déjà réagir rien qu'au goût de la chose. Et on a des capteurs de goût dans la bouche et dans d'autres organes dans le corps, donc qui réagissent au goût même et pas seulement au fait qu'il y ait tel ou tel phytonutrient qui est absorbé par la paroi intestinale. D'accord, du coup par exemple, un goût très piquant, quelque chose de très chaud, ça va réactiver direct, ça va réactiver Pitta, enfin par exemple la tisane Tishnapaka là, pour les intestins, ceux qui ont l'intestin lent, enfin une digestion lente. Moi je trouve qu'elle est très épicée. Du coup dès que tu la mets en bouche, il y a un effet qui réchauffe, enfin entre guillemets qui réchauffe le corps. Voilà, c'est ça. Kapha c'est fait d'eau et d'air, c'est un truc qui est lourd, qui crée des congestions nasales, qui crée des congestions partout dans la tête, qui crée une digestion lente, de la fatigue après les repas, voilà, on est un petit peu dans la boue, l'eau et la terre. Et donc quand on prend une tisane Tishnapaka, on va pouvoir éliminer ce kapha, le faire fondre. Parfois de faire fondre kapha, ça peut faire que du coup ça peut couler. Si on a le nez bouché et que c'est un petit peu dense, et ben du coup ça peut faire couler le nez comme quand on mange un piment, et qu'on a un petit peu déjà de congestion qui est déjà présente dans le nez ou dans les sinus, et ben le piment il va faire couler. Donc il va faire fondre les glaces. Attends, mais quand on pleure par exemple, quand on mange un piment, c'est le même principe? Quand on pleure, quand on mange un piment, ou c'est là c'est la douleur. Non, parce que là je parle de choses qui sont des mucosités. Qui sont bloquées. Des mucosités. Quand c'est de l'eau, c'est déjà autre chose. D'accord. Et là je parle de mucosité. Ok, donc si je suis vraiment enrhumé et que j'ai le nez bouché, je mange un piment, ça risque de... Bah oui, ça risque de déboucher le nez ou du moins de faire couler plein de mucosités qui sont coincées dans le nez et les sinus. Ok. C'est pour ça qu'on utilise des huiles essentielles
assez épicé, de nature katou, en inhalation, quand on est enrhumé. En fait, du coup, les gunas, les qualités, c'est quelque chose qui se retrouve partout en fait. C'est l'adjectif du goût, c'est l'adjectif de notre. Voilà. Ok, c'est ça, d'accord. Donc c'est Les vraiment. doshas ont des qualités, Voilà. les goûts ont des qualités. Ensuite, les viryas. Les viryas, ce sont les qualités principales, c'est les qualités qui sont les plus fortes dans une plante. Et souvent, on va prendre l'aspect chaud ou froid comme étant le virya, parce que c'est quelque chose de très important. Mais voilà, il y a différents auteurs ayurvédiques qui ont des avis différents sur ce que c'est que le virya. Le consensus, c'est que le virya, c'est le chaud et le froid, parce que c'est les qualités les plus importantes parmi les 20 gunas dans l'Ayurveda, les 20 qualités. Le virya, c'est ce qui est le plus important. Après, il y a certains auteurs qui vont dire qu'il y a aussi le sec et l'onctueux qui vont faire partie du virya, qui vont être aussi des qualités qui mènent la danse un petit peu. Virya, ça veut dire force. Ouais, c'est la truc, force ouais, par laquelle la plante va agir. La plante, elle agit par tous ses gunas, mais parmi tous ces gunas, il y a certains gunas qui sont très importants, notamment le chaud, le froid, le sec et l'onctueux. D'accord. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils ont sous-divisé Vata? Parce que Vata, c'est un dosha dans le corps qui donc a des fonctions physiologiques, c'est-à-dire de santé. Et parfois, quand Vata est hors contrôle, a des fonctions pathologiques, c'est-à-dire qu'il va provoquer des maladies. Ils ont divisé les fonctions de Vata en 5, et Apana, c'est l'une des 5 fonctions principales de Vata, donc l'un des 5 terrains, on va dire, de Vata, et Apana, c'est ce qui sort du corps. Vata, c'est le mouvement, c'est l'air et l'éther, c'est le mouvement, et donc c'est aussi l'excrétion, ce qu'on appelle les émonctoires en français, c'est-à-dire qu'il y a des portes de sortie du corps, et Apana, ça désigne le Vata dont la fonction est d'excréter des choses du corps. Donc essentiellement les selles, l'urine. Apana, c'est aussi associé à une zone du corps qui est un peu la zone pelvique, qui est un peu tout ce qu'il y a sous le nombril, c'est un petit peu Apana. Donc on est surtout sur les selles, l'urine, le sperme, le sang menstruel et les enfants au moment de l'accouchement. Donc ça va être les choses essentielles qui vont être sous le règne de Apana. Du coup, par exemple, si on a des problèmes de transit, on va aussi avoir des problèmes pour aller aux toilettes, enfin on va pas que avoir des problèmes pour les selles, on va avoir d'autres problèmes. Oui, par exemple, l'exemple que je te donnais plus tôt avec la constipation et le maux de tête, c'est un problème d'apadavayu, donc qui n'est plus dirigé vers le bas et qui remonte dans le corps jusqu'à provoquer des maux de tête. Parce que le symptôme principal, le symptôme cardinal de Vata, c'est la douleur, le symptôme cardinal de Pitta, c'est la chaleur, et le symptôme cardinal de Kapha, c'est, on va dire, le fait d'avoir envie de se gratter, parce qu'en fait ça fait circuler, ou le fait d'être bouché de quelque part, de sentir qu'on est bouché. Ça c'est le symptôme cardinal de Kapha. Mais donc Kapha, c'est un truc qui bloque quand ça va mal, Pitta, c'est un truc qui brûle quand ça va mal, et Vata, c'est un truc qui fait juste mal, qui donne une douleur, voilà, qui directement fait mal et qui souvent est associé de sécheresse. Donc par exemple, des problèmes articulaires dus à Vata vont être associés à une sécheresse partout dans le corps, sur la peau, une sécheresse dans la paroi de l'intestin qui va éventuellement provoquer de la constipation, et des douleurs articulaires. Donc ça va être un problème articulaire de nature Vata. On va aller au début de l'histoire, qui est le dosha, et ce qui fait dans la vie quotidienne, dans l'alimentation, que ce dosha va sortir de sa fonction de santé, sa fonction physiologique, et donc on va rétablir la fonction physiologique en donnant quelque chose, une plante qui s'adresse à ce dosha en particulier. Donc, par exemple la tisane, on va dire Adravata par exemple, pour Ouais. le transit.
c'est pas juste un truc qui est laxatif, c'est quelque chose qui va permettre de réguler Apana et qui va permettre de le faire redescendre vers le bas, c'est ça ou... C'est ça. D'accord. Qui va permettre de faire redescendre Apana Vayu vers le bas, de le rediriger dans sa direction naturelle, qui est la direction de l'excrétion, et où en plus de ça, il y a des plantes comme le Haritaki, qui est une plante indienne qui compose le Triphala, qui est une formulation assez connue en Ayurveda. Le Haritaki, c'est une plante qui non seulement va aider la constipation, va aider à aller aux toilettes, mais en plus de ça, qui va booster la digestion. D'accord. Donc c'est une plante qui va améliorer la digestion en même temps qu'elle aide à excréter certaines choses du corps. Donc voilà, c'est pas juste un laxatif. Si j'ai des problèmes de constipation récurrente et que je prends juste un laxatif, ça va juste le résoudre sur le terme, sur ce moment-là. Alors que si je prends des plantes qui ne sont pas juste laxatives mais qui permettent de réguler la pana. Quand tu prends une tisane comme Dramata, tu vas aussi améliorer la digestion qui, selon l'Ayurveda, une bonne digestion, un bon métabolisme va aider à avoir des mouvements de selle, à aller à la selle normalement. Donc tu vas aussi aider toute la santé en améliorant la digestion de la personne et pas seulement lui faire aller aux toilettes, aller excréter une selle qui est pas saine. Là, la qualité de la selle, si je puis dire, va aussi s'améliorer. En fait, dans le système digestif, par exemple, là, en Ayurveda, donc tu as Apana, et tu as aussi le feu, ce qui permet le feu digestif, c'est ça, Agni, ouais. Et donc du coup, c'est quoi? C'est ça, c'est ce qui permet de digérer, ce qui permet d'activer la digestion. Agni, donc c'est le principe de feu. Le feu dans le corps comme le feu dans le monde, c'est quelque chose qui transforme. Donc tu cuis ta nourriture avec du feu. Ouais. Donc de la même manière, dans le corps, la nourriture va être cuite, c'est-à-dire que les liens chimiques entre les composants de la nourriture vont être dissous grâce à ce feu digestif. Et après, ces éléments, après avoir été dissous, vont être absorbés. En Ayurveda, on dit qu'ils vont finir par être séparés dans les 5 éléments. En fait, ils vont être divisés par éléments. D'ailleurs, le corps qui est composé de ces éléments, c'est l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre, en partant du plus léger au plus lourd. Donc le feu, c'est ce qui va venir décomposer la matière pour que cette matière puisse être assimilable dans notre corps, pour la transformer en une matière qui est étrangère, en une matière qui fait partie de notre corps, qui va devenir nous, qui va venir nourrir nos cellules, qui va venir nourrir nos tissus et qui va faire partie de nous. Donc le feu digestif, c'est ce qui va transformer la nourriture en nutriments pour notre corps. Mais le concept de feu en Ayurveda et en sanskrit, par exemple, un des synonymes du feu c'est Tejas, et Tejas ça veut dire aussi en Inde, quand on dit quelqu'un a beaucoup de Tejas, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Donc le feu c'est aussi quelque chose qui est associé à la vue, au regard et aux yeux. Et donc parfois ça se voit quand quelqu'un est très malin, il a le regard qui brûle quasiment. On sait que quelqu'un qui a une bonne digestion va aussi être quelqu'un qui va pouvoir assimiler et comprendre, analyser les situations et son monde quotidien bien. Donc le feu c'est plus large que juste la digestion, c'est aussi tout savoir transformer aussi l'information, savoir trier l'information, savoir donc transformer la matière dans son ventre, mais aussi savoir transformer et trier l'information. Donc c'est assez large comme concept. On dit Jataragni, Jataragni c'est pour spécifier, c'est le feu dans la digestion. Après, il y a d'autres feux dans le corps en Ayurveda, mais je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite. Comment on peut réactiver ce feu? C'est-à-dire que les gens qui ont des problèmes de digestion, là, ils assimilent mal les nutriments, du coup c'est un problème pour eux global, parce qu'ils vont être plus fatigués, ils vont avoir des problèmes d'assimilation quoi. Du coup le but c'est de réactiver le feu, c'est ça, de réactiver Agni. C'est ça. Donc le truc c'est de chauffer le corps et de... Voilà, Tikshnapaga. Sauf si on a des problèmes de pitta, de chaleur. Qui sont déjà trop élevés. Qui sont trop élevés. Et il peut y avoir des cas où même si pitta est trop élevé, le feu digestif est bas. Parce que c'est les mauvaises qualités du feu qui sont élevées dans pitta, et pitta ce n'est pas seulement le feu, c'est aussi l'eau. Et donc parfois il faut donner malgré tout une tisane chaude en cas de pitta, mais de toute façon
l'alternative que vous offrez pour les gens qui ont des problèmes de santé qui sont dominés par Pitta, c'est Himapaka. Tikshnapaka, si c'est pas quelqu'un qui souffre de chaleur en plus d'une mauvaise assimilation, d'une mauvaise digestion, parce que ça arrive. Et donc dans ce cas-là, on va utiliser une tisane comme Himapaka, qui elle va être dominée par le goût amer, la particularité à la fois d'augmenter le feu digestif et de baisser Pitta. D'accord. Donc on va choisir, par exemple, si je considère qu'il y a un patient qui a besoin qu'on augmente son feu digestif, je vais essayer de comprendre s'il a plus des problèmes qui correspondent au terrain pathologique, au dosha Pitta, dans quel cas je vais utiliser Himapaka, ou Vata et Kapha, dans auquel cas je vais utiliser une tisane comme Tikshnapaka. Un bon exemple de virya, parce que donc, Himapaka va avoir une virya froide et Tikshnapaka va avoir une virya chaude. Elles jouent toutes les deux sur le feu digestif. D'accord. Elles sont légères, elles ont toutes les deux le guna de légèreté, qui est un guna très important. Tout à l'heure j'ai dit que le guna le plus important c'est le chaud et le froid. Après j'ai parlé de l'onctueux et du sec, mais j'ai oublié de parler du léger et du lourd, qui sont aussi des gunas très importants, ainsi que d'autres gunas très importants qui sont le perçant, ce qu'on appelle tikshna en sanskrit, tikshnapaka. Donc on est sur un truc qui perce dans le tissu, qui perce dans le kapha qui est un peu ce truc dense, à nouveau l'eau et la terre, la boue, quoi. Et le manda c'est un truc qui va être doux. Donc au contraire, quand on a par exemple des ulcères, et ben on va vouloir un truc qui est plus doux, plus manda. Quand on a une langue très chargée de choses blanches, et que voilà, on a une flore intestinale où prolifèrent beaucoup de bactéries et de films bactériens épais, et ben à ce moment-là on va utiliser plus un truc tikshna. Sans aller voir qu'un praticien Ayurveda, comment on peut nous-mêmes voir la différence entre quelqu'un qui a besoin d'une tisane Tikshnapaka et quelqu'un qui a besoin d'une tisane Himapaka? C'est par exemple Himapaka, c'est quelqu'un qui va avoir des problèmes de sensibilité, un estomac qui brûle, problème de digestion chaude comme on peut le dire. Et Tikshnapaka, c'est quelqu'un qui aura pas ce problème-là, mais qui va être, qui sent que c'est lourd, que ça prend du temps, comme Kapha, c'était ça. Voilà, c'est ça l'idée. On va regarder les gunas des doshas comme Kapha et les gunas des doshas comme Vata, et on va essayer de comprendre si on est plus dans une situation d'encombrement ou plus dans une situation où avec Pitta il peut aussi y avoir de l'encombrement, mais il y a une certaine sensibilité, où il y a une certaine acidité, il y a une certaine chaleur, des sensations comme par exemple des rots où on a l'impression où ça fait comme si on avait de la fumée qui sortait dans la gorge, et ben ça va plus être lié à Pitta, ou de l'acidité qui va être liée à Pitta, là où avec Kapha on va juste avoir une digestion lente, un manque d'appétit. Avec Pitta on va parfois aussi avoir des problèmes de peau, des rougeurs sur la peau, la peau qui marque beaucoup, ou d'autres problèmes de peau, alors qu'avec Kapha on va avoir plus des problèmes de mucosité, même si c'est des problèmes de peau, c'est des mucosités qui vont sortir, des trucs blancs, alors qu'avec Pitta ça va plus être des trucs qui sont très irritants, qui brûlent, c'est toujours dans le scène de la chaleur, c'est ça, dans la chaleur et dans le côté irrité. D'accord, acidité, chaleur, irritation. Voilà.